Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Béatrice Barras. Donc, je m'appelle Béatrice Barras, j'ai 67 ans et je me définis un peu comme une aventurière de l'alternative et du développement local aussi, on peut dire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expérience réussie du Vieil Odon, de maisons d'édition et d'Ardelaine, de témoignages et d'expériences vécues, de rendre visible et du faire ensemble, de travail patient qui démontre qu'il est possible de transformer ce qui semble impossible, de reprendre du pouvoir sur sa vie, et comme pour chaque épisode, d'alternatives. Un riche portrait enregistré sans plus de Salam Alek en mai 2017 sur Vernoux pendant le festival des ébullitions. J'ai commencé par démarrer le chantier du Vieil Odon à Balazuc, qui est bien connu, et ensuite démarrer l'histoire d'Ardelaine avec mes copains. Et ensuite, donc, Ardelaine s'est rejoint aussi avec d'autres initiatives, et ensemble, on a créé le réseau Repas, réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Donc le réseau Repas, c'est aussi une maison d'édition ? Oui, c'est une maison d'édition, mais on peut dire plutôt un collectif d'auteurs-éditeurs, quoi. C'est pas une maison d'édition qui a seulement pour but, de produire des livres, etc. Mais c'est plutôt des auteurs qui s'associent pour produire des livres qui sont des témoignages. Nous, on travaille sur le témoignage d'expériences vécues par ces gens-là, et si possible, qu'ils l'écrivent eux-mêmes ou se font aider par un rédacteur quand c'est trop difficile. Voilà, nous, on a voulu d'abord rendre visible toutes ces initiatives qui finalement sont peu connues mais qui démontrent que quand on veut, on peut bouger les lignes. En fait, que c'est en s'impliquant, en s'ancrant et en s'engageant qu'on arrive à faire évoluer finalement des choses qui paraissaient impossibles, et que ça, il faut le donner à voir, il faut le faire savoir, parce qu'il faut encourager aussi beaucoup de gens à finalement créer le monde dont ils rêvent eux-mêmes autour d'eux aussi. Et oui, on vote, etc. Bon, c'est sûr, on espère, on continue un peu. Mais c'est aussi chaque jour qu'on transforme le monde, et c'est chaque citoyen qui transforme le monde et qui peut prendre en main les choses et les faire évoluer là où il est, quoi. Mais alors, une bonne 10 ou quinzaine de questions me viennent à l'esprit là, mais alors... Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir telle histoire ou telle autre ? Comment ça se passe ? Par des rencontres, ça se passe parce qu'on commence à être connu, ça se passe parce que des gens ont envie de publier, ont envie de raconter leur histoire, ont envie de témoigner, et ils cherchent un éditeur. Mais bon, ça les intéresse pas toujours. Rapidement, ils tombent sur les éditions Repas, et à ce moment-là, on travaille ensemble, on dialogue, on construit le projet ensemble, jusqu'à la publication du livre, quoi. Et on s'entraide à faire aboutir le projet, quoi. C'est parfois des gestations qui peuvent être longues, mais pour nous, l'important, c'est de faire aussi un travail patient, dans l'édition, on est toujours bousculé. Évidemment, c'est de l'économie, et il faut produire et vendre, en gros. Je connais. Là, on veut se donner le temps de faire des choses qui partent vraiment des gens, qui l'ont vécu. C'est du vécu, quoi. Et du coup, toi aussi, tu as contribué, tu as écrit. C'est quoi les sujets des livres alors ? Si c'est du vécu, qu'est-ce que tu as vécu alors ? Et qu'est-ce que tu as raconté comme histoire ? La première expérience, donc en fait, avec mon amoureux de mes 20 ans, là, donc on s'est lancé dans la réhabilitation d'un hameau dans les gorges de l'Ardèche, un hameau dans lequel on peut venir qu'à pied, il y a 500 mètres de chemin, dans la commune de Balazuc, qui était totalement effondrée, il n'y avait rien du tout, quoi.
Et voilà, on s'est dit, voilà, là, on va ramener la vie dans ce hameau. Et comment on va faire? Évidemment, on n'avait pas un sou, bien sûr. Mais on va faire ça avec des jeunes. On va faire des chantiers de jeunes. Et les chantiers de jeunes n'ont pas été un moyen, mais c'est devenu finalement une vraie école pour les jeunes, une école du savoir-faire, une école de la responsabilité, une école de la vie associative, une école, enfin voilà. Le hameau du Viellodon maintenant est un superbe lieu, écolieu, tout ce qu'on veut, donc où il y a une ferme, il y a de la formation, il y a de l'initiation à l'environnement, il y a un centre d'accueil, il y a, enfin voilà, tout ça, en fait, ça n'a jamais arrêté ça continue encore. Il y a là, 40 ans après, il y a des jeunes toujours aussi motivés qui découvrent là quelque chose qu'ils n'apprendront jamais à l'école ou qu'ils n'apprennent pas dans leur vie de famille ou je sais pas quoi, mais se faire ensemble, quoi, le faire ensemble. Et donc ça, j'ai voulu témoigner de ça parce que c'est vraiment une belle histoire et vraiment qui fait réfléchir sur beaucoup de choses. Donc j'ai écrit, ça s'appelle Chantier ouvert au public et c'est aussi une école de la mixité sociale, par exemple. Voilà, là, ils se retrouvent des jeunes, ça peut être les fils d'ambassadeurs et aussi les quartiers de Valence et les jeunes gentils lycéens. Enfin bon, c'est le brassage social aussi. Ça, c'est vraiment une expérience qu'il faut faire. On se rend compte à quel point on est dans des tuyaux, et surtout, il ne faut pas rencontrer les autres mondes, quoi. Quand on se retrouve à manier la pelle et la pioche ou je sais pas quoi, ou à monter un mur, avec des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vie, on apprend beaucoup, quoi. On apprend beaucoup des autres aussi. En fait, il y a possibilité de choisir les choses, de faire autrement, et on peut le faire, quoi. Sauf qu'il faut commencer un jour, et puis peut-être pas avoir des grandes idées tout de suite, ou tout ça, ou une planification. Enfin, nous, on défend beaucoup le fait que, en fait, on a fait chaque chose après l'autre, quoi. Enfin, c'est le chemin en marchant, quoi. C'est vraiment petit à petit, on paraissait besogneux vis-à-vis de grands copains là qui faisaient des grands discours et tout ça. Alors on était les besogneux, sauf que nous on est encore là, et que finalement on était peut-être des besogneux, mais maintenant c'est une belle œuvre qu'on a réalisée, quoi. Mais du coup, effectivement, si tu avances pas à pas, et même si tu as une vision un peu plus lointaine de où tu voudras aller quand même pour te donner une direction. C'est ce que tu veux pas, surtout. Comment ? Tu sais surtout ce que tu veux pas. Ouais. Ce que tu veux arrêter de faire, ce que tu veux. Voilà, ça là, c'est un bon appui, ça. Ça, non. Mais justement, par rapport à moi, ce que je vois pas forcément autour de moi dans l'immédiat, mais j'ai eu d'autres expériences ailleurs et je l'ai bien vécu. Beaucoup de gens ont de l'ambition. Beaucoup de gens pensent quand même à leur propre nombril avant de penser au collectif. Oui, mais on peut avoir de l'ambition collectivement. Et ça, c'est encore plus jouissif. Non. Parce que ça fait des plus grands trucs. Moi, je suis une fille d'ingénieur et de bibliothécaire. Mais je suis allée faire des études à Paris en 68. Bon, j'avais 18 ans, j'étais pas bien vieille, j'ai pas tout compris, mais quand même, ça secoue. Ça secoue, ça fait réfléchir, ça... Là, il y a vraiment une bascule en se disant « Ah bon, c'est possible de penser sa vie, quoi. » Enfin, ou
de choisir sa vie, quoi, alors qu'on était dans des rails. Et c'est possible de faire autrement que ce qu'on nous dit de faire. Quand même, quand on a viré nos profs de cours et qu'on leur a expliqué ce qu'on pensait d'eux. Bon, après, ils sont revenus, mais bon, c'était pas grave. Mais au moins, on se dit, mais il est possible de reprendre du pouvoir sur sa vie, quoi. Ça c'est fondamental. Après, moi, j'ai fait des études d'orthophonie. Voilà, je suis orthophoniste. J'ai travaillé même 10 ans comme orthophoniste. Mais bon, en même temps, j'ai rencontré un copain qui était encore plus, un aventurier aussi. Hein. Donc, il y a quand même un moment, c'est un environnement, oui. Un moment particulier, un environnement particulier et une rencontre, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est la rencontre avec mon compagnon qui a fait que, par exemple, on se lance dans ce projet de village. Mais en fait, on sortait déjà d'une expérience communautaire spontanéiste des années post-70. Hein. On s'est rencontrés dans un groupe comme ça, une expérience, je sais pas, je te raconte pas les détails. Parce que voilà, mais on a vu là aussi que, un groupe humain, à quel point, je sais pas comment dire, il est capable de faire des choses vraiment fantastiques. Et puis en même temps, s'il n'a pas un projet quand même qui se projette dans le temps, quoi. Si c'est au jour le jour, alors là, les passions et les personnalités, ça part en live assez rapidement, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a voulu ancrer un projet vraiment sur un territoire et dans le temps, quoi. Et se dire, allez, on y va, là, c'est du long terme. On avait 20 ans, on disait, c'est du long terme. Oui, je comprends maintenant. Donc moi, l'orthophoniste, au début, je travaillais comme orthophoniste et j'ai amené quelques sous pour le projet. Et puis, j'ai commencé à travailler pour Ardelaine en faisant des pulls. Quand on a démarré l'activité de vêtements sur des machines ménagères, tout ça. Bon, puis après, on s'est formé aux aigles une méthode plus industrielle avec des grosses machines. Et puis après, j'ai arrêté et je me suis passionnée au moment où on a créé des musées sur l'histoire du travail de la laine. Où là, j'ai travaillé la muséographie avec mon compagnon. Lui, il a une formation d'architecte. Et donc, on a monté ça tous les deux, pour transmettre ces techniques et toute cette histoire finalement. En gros, ce qui nous intéresse derrière tout ça, c'est que c'est à la fois l'évolution des techniques du travail de la laine du néolithique à maintenant pratiquement, mais il y a les techniques, mais derrière il y a le travail des gens. Nous, on s'intéresse beaucoup à c'est quoi le travail, comment on travaille, et l'évolution de notre société avec le travail. Et en parlant de la laine, en fait, on parle du travail aussi. Les paysans qui faisaient tout, qui tondaient leurs moutons et qui faisaient le tissage chez eux pour aller vendre un tissu de laine dans les foires. Et puis après, l'arrivée des manufactures, la division du travail, l'industrialisation après, donc avec la mécanisation et tout ce qu'on connaît, quoi. Hein. Mais et finalement... on a 2 parcours muséographiques et dans ces 2 parcours, on voit l'évolution de notre société en micro, quoi, comme ça. Et c'est intéressant de se faire un petit résumé comme ça. Ouais. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on trouve comme autres livres qui ont été édités par les éditions? Un petit coup de projo sur certaines histoires que tu voudrais faire partager, éventuellement donner envie aux gens de s'intéresser à ces bouquins-là? J'ai envie de parler de tous. Parle de tout. Sans problème. Là, il y a le livre d'Elisabeth Bost qui a écrit pour raconter comment elle a
pu permettre la création, on peut dire, oui, des coopératives d'activité et d'emploi. En fait, elle a constaté qu'à un moment donné, c'était qui? C'était, je ne sais plus quel ministre qui disait « Chômeurs, créez vos emplois ». Oui, c'est cela, oui. Allons-y, voilà, déjà on est chômeurs, et puis donc on se lance dans la création d'emplois, on prend des risques bien sûr, puis il faut trouver des sous, il faut investir, et puis on se plante. Alors non seulement on était chômeurs avant, après on n'a plus le chômage, et on n'a plus la maison, et on n'a plus la femme, ou le mari, voilà, parce que ça pose des gros problèmes. Voilà, donc elle s'est battue pour réussir à faire admettre à l'administration qu'on pouvait être à la fois entrepreneur et salarié, quoi. Et donc en créant ce statut qui dépasse cette frontière-là, et des gens qui peuvent être dans les coopératives d'activité et d'emploi, ils peuvent être entrepreneurs et salariés, et en plus ils font ça collectivement, donc en plus ils peuvent se raconter leur misère, ils peuvent se former aussi ensemble, et ils peuvent aussi se filer des tuyaux les uns avec les autres, et c'est beaucoup moins difficile que quand on est tout seul. Cobain Village, c'est l'habitat participatif. En fait, ça, dans les années 70, déjà, il y a eu un élan pour l'habitat qu'on appelait autogéré. Maintenant, on l'appelle participatif. Mais alors, l'élan, actuellement, il est encore multiplié. Donc, c'est très sympathique. Et eux ont eu envie de transmettre aussi, de raconter 30 ans de vie dans un habitat participatif, ça donne quoi, et ils ont fait une enquête sur tout l'habitat de ces années-là pour témoigner et ramener aussi ce qu'ils en disent après l'avoir vécu. Voilà, et c'est très sympathique. Une fabrique de liberté, c'est un lycée autogéré aussi qui est à Paris. Alors, et un lycée public, c'est pas une école privée du tout. Et c'est une expérimentation qui avait été aussi autorisée dans les années 70, où il y avait un peu de pression. Et finalement, elle existe encore aujourd'hui. Et elle a aussi 30 ans de recul, 40 ans de recul sur son histoire. Et les profs et élèves gèrent ensemble leur lycée. Font leurs cours un peu différemment, gèrent aussi économiquement l'établissement, recrutent eux-mêmes. Enfin bon, c'est incroyable. Et ça existe. Et personne ne le sait. Voilà. Donc nous, on a envie que ça se sache, parce que c'est une belle expérience pédagogique dont on peut aussi s'inspirer pour faire des choses. Et il faut savoir que c'est dans le secteur public, donc là, ça peut donner quelques idées pour inciter l'éducation nationale à laisser un peu d'expérimentation se faire. Il y a aussi les expériences plus anciennes, parce qu'on peut s'inspirer des expériences actuelles, il y a 30 ans, mais aussi ça, en fait, chaque fois on réinvente l'eau chaude un petit peu. Dans chaque époque, il y a toujours eu des expérimentateurs, des initiateurs, des précurseurs d'un monde de demain finalement.
Godin, c'est un des précurseurs incroyables, donc qui avait déjà fait une forme d'entreprise dans laquelle il y avait de l'habitat aussi, et très en avance sur son époque, puisqu'il y avait l'eau sur le palier, il y avait toutes des commodités, des choses comme ça qui n'existaient pas à l'époque. Et quelle époque on parle là ? C'est la fin du 19e. D'accord. Avec aussi la sécurité sociale, la retraite, une école mixte. À l'époque, c'était pas il a fallu attendre un moment avant d'avoir l'école mixte. Une piscine, un théâtre, où le lieu du travail était aussi un lieu de vie pour les gens, et aussi un lieu vraiment de progrès social, vraiment dans le progrès social. C'est intéressant, donc on se dit, comme il a été précurseur, cet homme, vraiment à son époque, le sommes-nous aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'on se dépêche un peu parce que... Est-ce que vous avez des projets, des nouvelles productions qui vont arriver, des nouveaux livres là ? Vous avez Oui, il y a des travaux en cours, il y a un travail, il y a Cannelle et Piment qui travaillent sur... c'est des femmes de Vaux-en-Velin qui ont monté une activité de traiteur. Et assez extraordinaire. Elles disent, nous on est 11 à travailler, on est 10 nationalités. Voilà, c'est autre chose. Et là, c'est une formidable aventure aussi de femmes qui prennent en main leur destin, qui prennent en main leur économie et qui développent vraiment un bel outil de travail partagé. C'est aussi... il y a les Odettes qui voudraient écrire là pour témoigner de leur méthode qu'elles ont mis en place pour l'insertion sociale, où elles ont fait un projet collectif, c'est de l'insertion sociale à travers le projet, avec des femmes donc de ardéchoises là, qui est rurale, et pour finalement se remettre en selle déjà, et puis pouvoir se réinsérer, on appelle ça, mais pas sur l'individuel, sur le collectif. Et donc elles ont monté un projet, elles ont créé une revue qui s'appelle Rural mais par les gardes, et c'est à travers le projet finalement que tout le monde se reconstruit, et collectivement. Et là, maintenant, effectivement, oui, tout le monde est reparti dans sa vie et est très content. Et s'est reconstruit à travers cette expérience. Et c'est une méthode canadienne, en fait, qu'elles ont appliquée ici et qu'elles voudraient faire connaître à travers ce bouquin-là. Et c'était en témoignant de leur expérience. Ardelaine aussi a fait un projet sur Valence, un atelier sur Valence, là où on fabrique nos vêtements, dans la ZUP. Et dans cette ZUP, l'atelier, donc il y a cette activité, mais... il y a aussi les coopératrices qui sont là-bas logent aussi au-dessus de l'atelier, et elles ont fait un énorme travail avec les habitants pour améliorer le cadre de vie et la vie dans le quartier, en partenariat avec la vie, en partenariat avec des institutions aussi, mais avec aussi une façon de faire toujours avec les habitants, C'est toujours du participatif, c'est toujours... Et actuellement, qu'est-ce que ça a donné? Beaucoup de choses à raconter, mais ce qui est le plus visible, c'est que maintenant, il y a presque 2 hectares de jardin partagé en pied d'immeuble, grâce à cette expérience-là, Voilà. Là, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours améliorer les choses. Ce que je me disais tout à l'heure, c'est... s'il y a des gens qui ont un projet qui pourrait rentrer un petit peu dans le cadre de cette maison d'édition, comment ça se passe ? Ils rentrent directement en contact avec vous ? Oui, c'est ça, voilà. Il faut qu'ils rentrent en contact avec nous. Il faut que ça soit du témoignage. Voilà, nous, c'est notre ligne. Et témoignage de gens qui font avancer quelque chose, qui ont une expérience qui peut intéresser d'autres, justement, qui peut inspirer d'autres, et dont ils ont envie de partager le fruit, Mais la chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, au moment où le réseau repas... le réseau repas, on se réunit 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne, pour discuter toujours sur le lieu d'une initiative et autour d'une thématique. On a donc, à un moment donné, on s'est dit, c'est peut-être pas uniquement parler entre nous, il faut peut-être aussi parler à d'autres gens que ça pourrait intéresser, ou témoigner. Donc ça a donné les éditions d'un côté, mais d'un autre côté, on a aussi créé une formation
qui s'appelle le compagnonnage alternatif et solidaire, où chaque année, donc depuis 97, c'est ça, ça fait un peu de temps, ça fait 20 ans bientôt. En fait, il y a une vingtaine de personnes qui font un parcours dans les différentes entreprises du réseau et qui travaillent aussi leurs propres projets, qui s'inspirent, voilà, mais en étant plus dedans, quoi, hein, et en rencontrant les initiatives. Ouais. Voilà, c'est fini. Merci à Béatrice pour l'énergie, la conviction et la belle discussion. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indieground. Si vous voulez en savoir plus sur les éditions du repas, rendez-vous sur éditionrepas.free.fr ou contactez-les sur le repas@wanadoo.fr. Pour réécouter cette émission, écouter les portraits précédents, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur-la-route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.